Bonsoir, alors je m'appelle Philippe Pujol, je suis journaliste marseillais. Et habituellement, je suis plus sur des sujets qui traitent le banditisme ou le fascisme, mais j'ai aussi, c'est pour ça qu'on me connaît le plus, mais j'ai aussi beaucoup écrit pour les questions de santé, et j'ai notamment écrit un livre, mon dernier livre, qui s'appelle Marseille 2040, le jour où le système de santé craquera, et qui est un livre, c'est un livre de journaliste, un livre prospectif sur ce que deviendra la santé à l'horizon 2028 et à l'horizon 2040. On peut décrire ça comme un mélange entre Blade Runner, Urgence et le journal de la santé, tout ça fusionné. Et il y a des projets d'adaptation à la télé, un projet anglais et un projet français avec Arte, il y en a un des deux peut-être qui se fera, de mini-série d'adaptation. L'histoire étant que c'est l'histoire d'un personnage qui est aiguilleur de la santé. En 2040, il y aura ça. Ça existe déjà aujourd'hui, sauf que c'est un métier qui est quasiment pas utilisé dans une ARS, donc, et dans une plateforme d'appui de la santé. En gros, c'est pour orienter les patients ou pour orienter les médecins dans les systèmes de santé qui sont complexes, et en 2040, ils seront toujours complexes. J'ai fait un travail journalistique là-dessus, uniquement un travail journalistique, et vu la masse d'informations qu'il y a, vous avez vu déjà en peu de temps la quantité d'informations qu'il y a, et comme moi j'essaie toujours de toucher un grand public, pour pouvoir toucher ce grand public, j'ai choisi le format de la fiction, et donc de me projeter dans le futur avec une histoire qui nous mène d'un point A à un point B, mais c'est un livre qui se veut scientifique, et qui se veut surtout journalistique. Avant que j'appelle les premiers intervenants de la table ronde qui vont présenter chacun dans leur domaine d'activité un élément même de l'intelligence artificielle, je voudrais juste remettre le contexte de la santé dans le futur. On sait, avec les projections, qu'il y a un vieillissement fort de la population, donc on sait déjà que ce vieillissement va continuer. On sait par exemple, statistiquement, que le premier homme de 150 ans est né maintenant. Ça, c'est des statistiques, peut-être qu'après il aura un accident de voiture avant, mais les statistiques, en tout cas, nous mènent à cette idée-là. Donc, ce qui veut dire qu'une population qui vieillit, ça veut dire aussi qu'on aura plus de maladies chroniques. Ça veut dire aussi qu'on aura plus de gens dans l'état de très grande dépendance. Pour un exemple simple, une personne de 100 ans, un grand-père de 100 ans, aura son fils qui aura 80 ans, qui aura un petit-fils de 60 ans. Donc si le petit-fils a la maladie d'Alzheimer, eh bien, personne ne pourra s'occuper les uns des autres. Donc on aura 3 générations de dépendance. Donc la loi française qui aujourd'hui impose aux descendants de s'occuper de leurs parents va être compliquée à appliquer. Donc déjà, il faut penser ces choses-là. Et ensuite, on a un contexte de réchauffement climatique qui nous amène des maladies nouvelles. Ça commence déjà. On a la dengue qui est arrivée dans le sud de la France. Vous avez des moustiques tigres, et vous vous dites plus tard, mais on en a même en hiver. C'est le cas à Marseille. Et donc, on va avoir aussi certaines pathologies qui vont arriver, et notamment tout ce qui peut être grippe aviaire. On va avoir des nouvelles pathologies, là aussi. Ce sont des projections qui sont assez sûres. Avant de donner la parole au premier, juste une métaphore par rapport à tout ce qui a été dit, une métaphore qui démarre mon livre, une métaphore de ce qu'est l'intelligence artificielle, non pas dans son fonctionnement, ni même au niveau juridique comment ça fonctionne, mais ce qu'elle est d'un point de vue éthique et surtout philosophique, parce que je pense qu'il est très important de remettre les philosophes au cœur de l'intelligence artificielle. Ça doit être ceux qui prennent les décisions. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est une délégation de nos décisions. C'est-à-dire on décide de laisser une machine qu'on a programmée pour et qui se programme derrière, puisque finalement c'est de la programmation, tout ça, on va la laisser prendre des décisions. C'est une délégation des décisions. Donc ça voudrait donner par exemple que dans le futur, quand il y aura des voitures autonomes, on va avoir une Google Car et une Apple Car qui vont juste avant de se percuter, qui vont discuter ensemble et qui vont dire qu'est-ce que tu as toi à l'intérieur. Il y en a l'Apple Car va dire moi j'ai un petit vieux de 80 ans en insuffisance respiratoire. Et la Google Car va dire moi j'ai 3 étudiants qui vont à l'université, qui roupillent là et ils ont un examen. Et il va y avoir un choix de fait très rapide, mais bon ils ont le temps, l'intelligence artificielle a le temps de faire ça, et va faire le choix de jeter une voiture dans le fossé, d'en garder une. Donc moi dans mon livre évidemment il jette le petit vieux. Mais si le petit vieux il est ministre, ben, je ne suis pas sûr qu'il jette le petit vieux. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une histoire d'âge, c'est une notion qui est très particulière, c'est une notion d'utilité sociale, à quoi on sert pour la société. Et on va mettre de la valeur là-dessus.
Si on transpose ça d'un point de vue médical, sur la question de cancer, on ne va pas toujours tuer le plus vieux, on ne va pas toujours laisser mourir le plus vieux. Le plus vieux, s'il est président de la République, ou maire de Marseille par exemple, on va le laisser en vie. Et donc parce que je pense qu'en 2040, il sera toujours maire de Marseille. Donc l'important, c'est de savoir quels sont les enjeux éthiques, qu'est-ce qu'on va faire de ces informations-là. Ces questions-là, entre une Google Car et une Apple Car, ça n'existe pas, mais ces voitures autonomes qui se percutent, sont déjà en débat aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on a la possibilité d'en sauver au moins une des deux. Aujourd'hui, on tue tout le monde. Est-ce que demain, on pourra au moins sauver? Et quels seront les choix? Donc voilà, il y a toutes ces questions éthiques qui se posent, qui sont vachement importantes, qui mettent à nouveau la sagesse. La sagesse, c'est la philosophie au cœur de tout ça. Et je pense que la Silicon Valley qui travaille beaucoup sur tout ça n'est pas tellement portée sur les questions de sagesse. Pour eux, la sagesse, c'est le yoga, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que l'Europe et donc la France a beaucoup à faire là-dessus. Beaucoup d'hôpitaux ont des comités éthiques qui comportent des philosophes. Et je trouve qu'on devrait essayer de remettre ça en avant. Donc maintenant, je vais vous appeler la première personne qui fera sa première présentation. On va avoir 6 présentations, assez courtes normalement. Vous savez toujours pareil, on vous dit c'est court, mais après c'est moins court. Et la première personne, c'est le docteur Jean-Marc Berder, si vous voulez, qui doit venir, et qui va vous présenter d'une manière générale ce qu'il y a dans un cadre, dans le cadre d'une pensée systémique, ce que ça pourra apporter à nos systèmes de santé. Donc la table ronde, c'est ça. Et après, on posera les questions. Alors, je vais une diapositive. Moi, je suis chirurgien au CHU. Je suis chirurgien oncologue. Par ailleurs, je suis également expert au niveau du REDSIAM, qui est en fait le réseau de mise à disposition d'un certain nombre de bases de données, notamment le SNIRAM et le SNDS, et dans lequel on discute de développement algorithmique, de critique profonde des algorithmes et de mise à disposition d'algorithmes dans le cadre spécifique de groupes d'activité. Moi, je suis dans le groupe tumeur, parce que bon, je suis chirurgien oncologue, bon, ça c'était normal que je fasse partie de ce groupe. Je fais également partie, par contrat, je travaille avec l'ANAPT, qui est l'Agence nationale d'aide à la performance hospitalière, et dans lequel on a monté un groupe qui s'appelle Data Science Big Data, et pour lequel je travaille sur un certain nombre de sujets, et notamment sur des sujets attenant à la performance des structures hospitalières, la production d'indicateurs prédictifs à N+12 par rapport à une situation donnée, ce qui permet de déterminer un certain nombre de scénarios possibles et de préconfigurer pour des établissements qui sont en phase de recomposition des scénarios probables et des scénarios préférables, de manière à pouvoir réorienter le chemin futur des 12 prochains mois dans l'environnement dans lequel ils sont, avec les contraintes qui sont les leurs. Alors on a travaillé sur, bien évidemment, les bases de données et MSI de plusieurs établissements, dont le CHU de Nice aussi, sur au moins plus de 5 ans, et on a fait une analyse algorithmique qui nous permet d'obtenir des résultats qui sont probants, actuellement, qui sera mis à disposition de façon de tous les établissements, gratuitement par le biais de la NAP. Actuellement, il est en cours de validation au niveau de la direction de la NAP. Je fais également partie d'un réseau qui s'appelle RENAP, qui est le réseau national des tumeurs du péritoine. Parce qu'en fait, je suis chirurgien oncologue spécialisé dans les maladies du péritoine. J'ai mis en place sur la région de Nice les traitements de carcinose péritonéale par chiffre. Et donc, je fais partie de ce groupe et je suis data scientist dans ce groupe. Et dans ce cadre-là, j'ai développé un certain nombre de cas d'usage, notamment le premier, c'était en 2015, c'est à partir de méthodes de machine learning et d'utilisation de la base de données. C'était de prédire le caractère palliatif des malades qui nous étaient proposés dans ce contexte-là, avec des méthodes qui n'étaient pas du deep learning. Pour le coup, c'était du machine learning utilisant soit des machines à support de vecteurs, soit des random forests, et qui nous permettaient d'arriver dans 90% des cas à obtenir une réponse sur le caractère palliatif ou non de la décision de traitement. Et plus récemment, j'ai également implémenté un autre système qui est utilisé aussi du machine learning, dans lequel on prédisait le caractère résécable ou pas d'une carcinose. Pour nous, c'est un problème parce qu'en fait, un malade sur 5 qu'on va amener au bloc opératoire, bien qu'on ait fait toutes
des explorations préopératoires possibles, un malade sur 5 est conduit à une exploration blanche. Donc ça pose vraiment une question. Donc quand je disais lors de notre échange avec M. Pujol que en fait dans mon idée, mon intervention c'était pas de vous pitcher sur un sujet, sur un cas d'usage. Je pensais qu'il fallait avoir un recul différent, notamment pour nous, établissement de soins, prise en charge globale de la maladie et tout ce qui concerne le parcours patient. Je pense qu'il faut avoir une réflexion systémique. C'est-à-dire que donner du sens à là où on veut aller, à toutes les technologies qui sont actuelles. Alors ces technologies sont des technologies cognitives, on voit bien qu'on emploie le mot d'intelligence artificielle, de neurones, on a une espèce de suite de pensée anthropomorphique qui ne correspond pas à la réalité. Ça a été d'ailleurs dit en partie par Frédéric Precioso, puisque quand on parle de neurones, ce n'est pas des neurones. Et je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément l'intelligence non plus. Donc je crois qu'il faut véritablement s'approprier ces techniques, les comprendre, donc tout au moins essayer de les appréhender, de manière à ce que l'ensemble des citoyens, les politiques, les patients, tout le monde puisse comprendre là où il faut aller, où on veut aller, et avec ces technologies, comment est-ce qu'on peut s'aider. Actuellement, ce qu'on constate, c'est que les maladies, notamment quand on regarde le cadre d'orientation stratégique de la région PACA, 2018-2028, on s'aperçoit que dans les 3-4 premières orientations, il y a prise en charge du vieillissement, maladies chroniques, traumatismes, etc. Donc on a un vrai enjeu, notamment sur les maladies chroniques, telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, qui sont à prendre en compte. Et on se retrouve avec une problématique conjointe d'un virage ambulatoire, d'une RAC, ce qui veut dire que pour les établissements, c'est moins d'hospitalisation, ça veut dire que pour les patients et pour les citoyens en général, c'est plus de soins chroniques à l'extérieur des établissements. Ces soins chroniques hors établissement produiront des données qui ne seront pas dans les systèmes d'information des établissements. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Parallèlement à ça, on sait qu'il va y avoir d'ici 2020 une multiplication par 50 pratiquement des données qui vont être engrangées, stockées, que 80% de ces données sont souvent non structurées, et qu'il va y avoir donc la possibilité de les utiliser au travers notamment de la production de données par les IoT, enfin les objets connectés, qui sont soit portables, soit on appelle maintenant insideable, c'est-à-dire en fait incorporés. Donc toutes ces choses-là doivent nous permettre de prendre en compte cette production de données au travers d'un mot qui est un peu aussi à la mode, qui s'appelle le big data. En fait, c'est pas réellement du big data. Et qui doit nous permettre de se poser la question de quel scénario on va proposer aux personnes et dans quel ordre de registre. Quand on prend globalement la structuration d'un parcours de soins qui devient compliqué, parce qu'il n'est pas uniquement dans les centres hospitaliers, on s'aperçoit qu'il y a une articulation de processus, que ces processus de prise en compte sur un parcours de soins, ils ne sont pas monomorphes, ils peuvent être non linéaires, il peut y avoir plusieurs pathologies connexes. Et donc, il faut que notre système puisse appréhender ça. On a des outils qui nous permettent de modéliser autour des données de façon visuelle et de traduire les scénarios quasiment en temps réel. Ça nous permettra de pouvoir suivre des choses, de pouvoir proposer des choses. Néanmoins, il faut le savoir, poser des questions pour avoir une vision sur du long terme. Et juste pour finir, je pense qu'il y a un élément qui est important, et probablement ça a été peut-être évoqué, mais je ne l'ai pas entendu parce que j'étais un peu dehors, sur le problème d'éthique. Je crois qu'il y a un élément important lorsqu'on raisonne autour de l'application de l'IA, c'est qu'il ne faut pas, en tant qu'humain, je pense que l'IA doit être un outil qui nous prolonge, mais ça ne doit pas en aucun cas éliminer notre faculté de jugement, qu'on doit toujours garder et qui doit faire sens, qui doit être l'élément qui maîtrise le système et qui doit conduire la marche en avant. Et le danger, un peu dans votre livre, notamment, c'est que sur les assistants conversationnels, sur l'ensemble de tout ça, et ça a été évoqué par M. Jouzon aussi, c'est qu'il y a un effet de douceur qui fait que quelque chose se substitue à nous et qu'on n'a pas l'impression, mais quelque part on peut se faire déposséder. Donc il faut être extrêmement vigilant sur cet élément-là pour envisager le futur. Je vous remercie.